Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO. Midi 13h, Sylvain Lévy-Valency. Eh bien, salut les amis, voilà, il est samedi, vous êtes peut-être à table, passé midi, en famille, on est très heureux d'être avec vous, nous vous accompagnons tous les week-ends, le samedi de 12h à 13h, vous êtes sur Sud Radio, et comme je vous le disais souvent, tous les samedis, nous sommes également rediffusés tous les mardis à midi sur Radio Imo. Bon appétit à toutes et à tous, Parlons Imo, c'est l'émission qui parle de votre logement, de votre immobilier, et bien sûr, bonjour à toute l'équipe de Radio Imo qui m'accompagne tous les samedis, un petit clin d'œil à notre Grégoire Darico, qui est du côté des Landes. Voilà, on l'embrasse bien fort avec notre super rédactrice en chef Radio Imo, Bérénice de Villefloriot. Bonjour Sylvain, comment ça va ? Ben moi ça va, et vous ? Moi ça va, tout le monde est encore malade à la maison, mais moi je survis, ça va. Voilà, qui nous accompagne également, nous avons le docteur Laurent Permas, patron de l'éco-rénovation chez Sofinco. Comment ça va Laurent ? Mais très bien Sylvain, on peut peut-être soigner justement Bérénice, en tout cas les... Ah, n'en parlez pas. Merci Laurent d'être avec nous et il est également sur notre plateau parce que comme vous le savez, l'invité du jour, il est le roi de la PropTech, celui qui invente, qui innove pour que votre logement soit le plus fluide possible, que vous ayez en toute simplicité accès au marché locatif, au marché de la transaction, à l'aménagement et à la promotion de logements neufs. Patron du Real Estate and New Technologies appelé le RENT, qui a lieu le 5 et le 6 novembre, porte de Versailles. C'est Stéphane Scarella. Comment ça va, Stéphane ? Bonjour à tous, très très bien. Merci d'être avec nous. On écoutera également nos éditeurs après avoir récolté leurs questions par SMS en envoyant IMO au 7 20 18 avec vous, Bérénice de Villefloriot. Et de quoi on va parler ? On va parler des procédures qu'on peut faire pendant la trêve hivernale. C'est important parce que ça a commencé aujourd'hui. Voilà, et on parlera viager, bien sûr. Et évidemment. Voilà, on va parler également de rénovation énergétique avec comment faire de la rénovation énergétique avec un petit budget. Et puis dans notre chronique Mise en scène, nous verrons pourquoi vous pouvez être concerné par l'humidité de votre logement, même équipé d'une VMC, ventilation mécanique contrôlée. Tout de suite, les informations à retenir avec vous, Bérénice. Quel est le programme à retenir de la semaine ? Alors la Commission européenne confirme un décrochage durable entre les prix immobiliers et les salaires dans toute l'Europe. Le ministre du Logement veut expulser les familles avec des délinquants de leur logement social. Et enfin, la trêve hivernale, ça commence aujourd'hui. Alors justement, on va commencer avec cette étude de la Commission européenne. Il est difficile de se loger, et ça dans toute l'Europe. Et oui, c'est un constat sans détour, Sylvain. Depuis 10 ans, les prix de l'immobilier ont augmenté de 10% plus vite que les revenus dans l'Union européenne. C'est les résultats de cette étude. Conclusion, l'accès au logement se dégrade partout, même dans les économies solides. Alors, je vais vous faire un petit topo des pays. Le pays où la surévaluation est la plus forte, devinez ? Le Luxembourg ? Le Portugal. Avec des prix estimés 35% au-dessus de leur valeur réelle. Derrière, bien joué, on retrouve le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Autriche ou encore la Grèce, tous entre plus 10 et plus 20%. Mais c'est positif, le mouvement s'inverse un petit peu. Les pays qui avaient le plus flambé sont ceux qui corrigent le plus vite. Le Luxembourg et la Suède ont vu leur prix reculer de 15 à 20% depuis 2002. Et la France, eh bien, elle fait partie de ces marchés qui sont justement en train de se réajuster. Alors vous allez me demander pourquoi en fait les prix ont flambé. Alors il y a plusieurs causes qui ont été identifiées par la Commission et c'est hyper intéressant. La première, c'est la montée du télétravail qui a dopé la demande pour des biens plus grands, souvent en périphérie. Il y avait une demande vraiment qui s'est accrue. Le poids des locations touristiques aussi, qui rendent l'offre locative classique plus rare. On en parle beaucoup. Et enfin, les politiques d'encadrement du loyer. Donc le fait d'encadrer les loyers, eh bien c'est efficace à court terme, mais dissuasif pour les bailleurs à long terme. En somme, partout en Europe, les prix sont déconnectés de la réalité économique, il faut le dire. Et Bruxelles le rappelle, tant qu'on n'augmentera pas l'offre de logement, aucune réforme fiscale, aussi bien soit-elle, ne suffira à résoudre la crise. Alors, on va continuer d'ailleurs avec le ministre du Logement, Vincent Jeanbrun, qui veut expulser les familles avec des délinquants de leur logement social. Oui, alors c'est ce qu'il a déclaré chez nos confrères de CNews cette semaine. Vous le savez, Sylvain, désormais, les familles avec des narcotrafiquants seront expulsées de leur logement HLM grâce à une loi qui a été promulguée en juin dernier, la loi contre le narcotrafic. Et c'est cette loi
que Vincent Jeanbrun veut élargir justement aux délinquants en tout genre, aux voyous, comme il l'a dit, puisque le ministre l'a rappelé, un logement HLM, c'est la solidarité nationale qui propose à une famille qui n'a pas les moyens de se loger dans le privé, en fait, de lui cofinancer son logement. Donc c'est une chance. Et il y a des millions de Français qui attendent un logement social. Donc cette chance doit être réservée aux familles respectueuses des lois de la République. Et par ailleurs, il y a aussi un autre sujet que le ministre a évoqué. Il s'agit également de garantir la tranquillité des autres habitants. Et Vincent Jeanbrun, il est très engagé sur le sujet. Je ne sais pas si vous avez vu, Sylvain, oui. Il a rendu visite cette semaine au maire de Franconville, Xavier Melki, justement, qui a fait déjà un certain nombre d'expulsions, et qui est un peu un exemple, donc avec le préfet, le procureur. Bien sûr. D'ailleurs, comme dirait l'un de nos très fidèles auditeurs nommé Anthony, il faut cesser avec ces brigands. Voilà, tout simplement. On termine avec la trêve hivernale qui commence aujourd'hui. Et oui. Les expulsions de locataires sont suspendues jusqu'au 31 mars pendant les 5 mois les plus froids de l'année. Alors, point important, la décision de justice reste valable. Seule son application est différée. Concrètement, si un propriétaire a obtenu un jugement d'expulsion avant aujourd'hui, celui-ci conserve toute sa validité juridique, mais l'huissier devra interrompre toute démarche d'exécution jusqu'au 1er avril. On va en parler justement, ça n'empêche pas les propriétaires d'engager des procédures judiciaires. On en parlera avec notre expert tout à l'heure, Olivier Tabonne, avocat spécialisé en immobilier. La trêve hivernale s'étend également aux fournitures d'énergie, donc les coupures de gaz, d'électricité et d'eau sont strictement interdites, même en cas d'impayé. Les fournisseurs peuvent cependant réduire la puissance, sauf pour les bénéficiaires du chèque énergie qui sont protégés. Et enfin, il faut quand même noter que la trêve hivernale ne s'applique pas dans plusieurs cas. Les personnes qui peuvent être relogées dans des conditions suffisantes, les squatteurs qui sont entrés illégalement, les occupants de bâtiments dangereux et enfin les conjoints qui sont expulsés suite à une décision du juge aux affaires familiales dans des cas de violence conjugale. Pour eux, il n'y a pas de trêve hivernale. Et attention, si vous ne respectez pas cette loi, les propriétaires, vous encourez jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Voilà, c'est dit. Merci Bérénice. Et tout de suite, on va attaquer le chantier du siècle. Avec Sofinco, baissez votre consommation d'énergie en lançant vos travaux d'éco-rénovation. Sofinco présente Sud Radio, parlons éco-rénovation. Avec vous, Bérénice de Villefloriot et le docteur Laurent Permas. Et bonjour Laurent Permas. Bonjour Bérénice. Alors cette semaine, on s'attaque à un sujet très pragmatique. Comment rénover son logement quand on n'a pas 30 000 € à investir? Parce qu'on le sait, la rénovation énergétique peut vite devenir un chantier coûteux et on n'a pas forcément les moyens. Alors, bonne nouvelle, des gestes simples, efficaces et accessibles existent et on les détaille avec vous, Laurent. Oui, en effet, beaucoup de Français ont envie de rénover, mais les montants annoncés parfois découragent. On parle de 20 000 ou 30 000 €. Mais il est tout à fait possible, en fait, de commencer par du petit et très efficace pour des économies, en tout cas, qui peuvent se chiffrer. Alors, c'est 5 gestes utiles. Alors justement, c'est quoi ces 5 gestes utiles pour les petits budgets? Le premier geste, on en a parlé lors de précédentes émissions, c'est les combles et les plafonds du dernier étage. C'est là où en fait, les actions sont les plus rentables, la chaleur monte, et donc c'est souvent là où on perd le plus. Le coût brut tourne autour de 2 500 à 3 000 € pour une maison de 80 mètres carrés. Et avec les aides qui se complètent, les C2E, certificats d'économie d'énergie et ma prime rénov', le reste à charge peut descendre justement entre 700 et 1 000 € selon vos revenus. Ah oui, c'est pas la même chose. Exactement. Donc le deuxième geste, c'est les fameux radiateurs électriques. Les anciens modèles, les fameux grille-pains, sont très énergivores. On en a encore malheureusement dans beaucoup de logements. Et c'est justement les remplacer par des radiateurs à chaleur qui coûtent entre 400 et 700 € pièce. Ça, c'est très concret puisque ça brûle énormément d'énergie. En tout cas, le coût de la facture d'électricité est énorme. Et puis, sans les changer, on peut ajouter aussi un thermostat programmable. C'est un petit investissement entre 250 et 500 € qui peut rapidement être rentabilisé sur votre facture de chauffage et d'électricité. Donc, il règle en fait le radiateur. Exactement, c'est le fameux pilotage de la chaleur. Et alors, justement, c'est quoi? Troisième geste, installer des systèmes de régulation simples. C'est les robinets thermostatiques, un programmeur qu'on trouve en fait dans le commerce, un peu coûteux. Ils sont souvent installés en fait pour moins de 300 €. Et là encore, il existe des aides.
Et puis le quatrième geste, c'est les cales feutrées. Hein, donc on le voit parfois dans certaines maisons, oui. Les fuites invisibles, les tuyaux, les coffres, les volets, les portes d'entrée, les prises murales. Petits travaux à faire soi-même, si on est un peu bricoleur. C'est entre 100 et 300 € maximum, hein, pour un effet immédiat sur le confort. Et alors le dernier, le cinquième? C'est le plus important, en tout cas, c'est activer tout simplement les aides. Pour les petits travaux, les C2E, les primes coup de pouce, les aides locales et parfois les crédits à taux zéro. Hein, c'est le plus simple, c'est tout simplement de contacter un conseiller MaPrimeRénov', hein, France Rénov', c'est gratuit, c'est neutre, c'est l'État, et vous allez avoir en fait les aides concrètes pour justement pouvoir faire vos travaux. Et attention, vous ne trompez pas de site internet, allez bien sur France Rénov'. Donc si je vous suis, Laurent, globalement avec 2 ou 3 000 € bien utilisés, on peut vraiment améliorer son logement. Oui, et puis moi ce que je conseille, donc, c'est de commencer intelligemment, et puis avec un rapport efficacité-coût et l'audit énergétique. Ça, c'est vraiment indispensable. Ça coûte peut-être 300, 400 €. C'est un peu plus complémentaire qu'un DPE. Mais on sait où on va. Exactement, c'est une stratégie claire. Ça vous permet de savoir un peu où vous allez commencer, surtout avoir les aides. Eh bien, merci beaucoup, Laurent Permas. Merci, Bérénice. Merci, Laurent. Merci, Bérénice. Et on attaque la suite. Sud Radio, parlons éco-rénovation. Avec Sofinco, lancez vos travaux d'éco-rénovation pour baisser votre consommation d'énergie. Voilà, vous êtes sur Sud Radio, parlons IMO, 12-13h, comme tous les samedis. On fait une petite pause et on vous revient immédiatement. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO, midi 13h, Sylvain Lévy-Valency. Eh bien, les amis, merci. Vous restez avec nous pour Parlons IMO, votre émission tous les samedis entre 12 et 13h. On vous parle justement et on répond à vos questions. Et vous avez d'ailleurs posé une question qui va concerner justement des conseils juridiques. C'est le cas de notre chronique. Ça vous concerne tout de suite après ça. Avec la Massif, économisez en changeant d'assurance de prêt immobilier. Conditions sur massif.fr. La Massif présente Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Et oui, les amis, ça vous concerne et ça vous concerne toutes les semaines sur les questions que vous nous avez posées. Bérénice de Villefloriot, nous avons reçu un SMS. Et vous pouvez d'ailleurs continuer de nous envoyer des SMS. Hein. IMO, I2MO au 7 20 18. Alors c'est Christian qui nous écrit « Bonjour, je suis propriétaire et mon locataire ne paye plus depuis 3 mois. J'ai peur qu'il utilise la trêve hivernale qui a commencé aujourd'hui pour rester gratuitement encore 5 mois chez moi. Est-ce que je peux au moins commencer les démarches juridiques maintenant ou dois-je attendre le 31 mars? Et si je lance la procédure, combien de temps ça va prendre? Alors pour y répondre, on accueille notre expert qui est en plateau, l'avocat Olivier Tabonne du cabinet Tabonne de Tassigny, avocat associé et spécialisé en droit immobilier. Bonjour maître. Bonjour à tous, merci beaucoup. Alors pour répondre à Christian, bon globalement il peut quand même lancer les démarches. Hein. Absolument, il est même conseillé de commencer les démarches tout de suite. Parce qu'en fait si on prend d'ailleurs aujourd'hui, j'ai fait l'expérience ce matin, une date au tribunal pour pouvoir demander l'expulsion, un jugement d'expulsion. La première date disponible est en février 2026, dans 3 mois. Donc il faut absolument initier les procédures démarches maintenant. Donc il faut se dépêcher, il ne faut pas perdre de temps. Concrètement, comment ça se passe quand on entame une procédure d'expulsion? Quelles sont les étapes juridiques? Parce qu'on a eu pas mal de questions par rapport à ça. Alors la première étape, c'est de faire appel à un commissaire de justice, les anciens huissiers, qui va signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail. C'est un passage obligatoire qui fait courir un délai pour le locataire de 6 semaines pour s'exécuter, c'est-à-dire payer ou quitter les lieux. D'accord. Et donc, s'il ne le fait pas, comment ça se passe après? S'il ne le fait pas, le bailleur est obligé de saisir le tribunal pour obtenir une décision constatant l'acquisition de la clause résolutoire du bail. Et donc l'expulsion du locataire. Et après, comment ça se passe Après, comment ça se passe? À nouveau, un commissaire de justice va signifier sa décision au locataire. Il va lui laisser un délai de 2 mois pour s'exécuter spontanément. Et là, s'il ne le fait pas, il doit faire appel à la force publique. Et là, il faut que donc la préfecture de police, compétente, territorialement compétente, se rende disponible pour accompagner le commissaire de justice et expulser de façon manu militari le locataire, l'occupant, sans droit ni titre. Ça arrive souvent ou pas? Vous qui êtes avocat justement Moi ça m'est arrivé une fois et j'ai eu beaucoup de chance. Ils ont été très réactifs sur ce coup-là, j'ai envie de dire. C'est pas toujours le cas. Là j'ai un dossier par exemple où au contraire ça fait plus de 1 mois et demi, 2 mois, 3 mois que le commissaire de justice attend l'aide ou l'assistance de la force publique. Il faut savoir que l'État, s'il est défaillant... Alors justement, oui. Alors si l'État refuse, ou si parce que c'est le préfet qui décide, d'intervenir, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut assigner l'État dans la cause? Absolument, il y a une procédure à mettre en œuvre et en fait vous serez indemnisé des loyers que vous n'avez pas
perçu du fait des manquements fautifs de l'État. C'est presque automatique, il n'y a même pas vraiment de barème ou d'appréciation. Donc oui, il y a une procédure qui existe. Après, je ne l'ai pas trop vu en pratique. Il faut bien imaginer que déjà, obtenir l'expulsion du locataire, ça prend déjà 6 mois, on va dire 6 mois au mieux, quand c'est pas 1 an. Engager encore des frais de procédure pour aller chercher la responsabilité de l'État, je ne vous cache pas que les citoyens sont parfois un peu mesurés avant d'aller chercher encore quelques mois de loyer. Ils préfèrent immédiatement relouer. Quels sont le délai, tout ce que là on parle de 6 semaines, 2 mois, au total pour expulser un propriétaire, un locataire qui ne paye pas, si vraiment il y met de la mauvaise volonté, parce que ça peut arriver d'être en retard dans ses loyers parce qu'on n'a juste pas les moyens. Mais ça dure pas des années. Ça peut durer des années. J'ai un cas vraiment assez catastrophique, j'en suis désolé. En face, j'ai un locataire qui a engagé toutes les voies de droit possibles et inimaginables pour faire échec à son expulsion. Alors, il a fait appel du jugement rendu par le juge des référés qui était pourtant exécutoire. Devant la cour d'appel, la procédure, elle est longue. Elle dure au moins 1 an et demi, 2 ans. Il a saisi le premier président de la cour d'appel pour demander la suspension de l'exécution provisoire. Il a encore gagné 6 mois. Il est allé ensuite devant le juge de l'exécution à Nanterre. J'ai beau avoir gagné à chaque étape de la procédure, je suis encore dans l'attente que le commissaire de justice obtienne l'assistance de la force publique. Et c'est un dossier d'ailleurs qui me tient à cœur. Et je me suis battu. Bon là, c'est un peu vraiment l'exemple le plus à la fois frappant. Et heureusement, ce n'est pas toujours comme ça. Et c'était calculé de la part de ce locataire quand il est entré dans les lieux? C'est un ancien syndic de copropriété ou quelqu'un qui est dans l'immobilier. Il a plus de 60 ans ou 70 ans. Il en a fait une affaire personnelle. C'est presque un conflit presque d'ego avec le propriétaire bailleur. D'accord. Donc vous voyez comme quoi ça peut arriver des personnes plutôt mal intentionnées. Au final, combien ça coûte pour un propriétaire? Parce que il y a les loyers qui ne sont pas perçus, mais de saisir un huissier, un commissaire de justice maintenant, ça coûte de l'argent. Faire appel à un avocat, combien ça coûte au total? Et vous avez 1 minute. C'est toujours un peu délicat par rapport aux honoraires de l'huissier, commissaire de justice. On va dire que c'est entre 300 et 500 euros les mesures, les significations de commandement de payer, la signification de l'assignation, du commandement de quitter les lieux. Allez, 1 000 euros même quand même pour l'huissier. Je suis généreux. Non, à la limite, c'est les frais d'avocat. Il faut voir avec l'avocat parce que les honoraires d'avocat sont quand même élevés. Donc ça peut vite monter à 4-5 000 euros. Quelques milliers d'euros. Oui, tout ça. Donc soyez vigilants. Merci beaucoup Olivier Tabonne. Merci à vous. Merci à vous. On vous retrouve d'ailleurs très facilement sur internet quand on tape Maître Olivier Tabonne. Merci. Voilà, à suivre justement le grand entretien. Sud Radio, Parlons Immo, ça vous concerne. Avec la Massif, changez votre assurance de prêt immobilier et économisez. Conditions sur massif.fr. Et c'est l'occasion justement de recevoir notre invité qui est avec nous sur le plateau, c'est Stéphane Scarella. Bonjour Stéphane Scarella. Bonjour Sylvain, bonjour à tous. Stéphane, vous êtes le patron du Rent. Alors Rent, c'est pas pour louer, c'est le Real Estate and New Technologies. Je le dis bien? C'est problème d'anglicisme, mais votre anglais est parfait. C'est bien. Non, mais il faut dire ce que ça veut dire pour les auditeurs. Alors, oui, on va poser la question. J'adore Bérénice, tu vois, elle donne des réponses avant même que je pose les questions. Alors justement, le Rent, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors le rent, comme son nom l'indique, mais à l'anglaise, ça veut dire qu'on y retrouve l'ensemble de l'innovation qui va permettre de fluidifier la chaîne de valeur de l'immobilier. En gros, c'est toutes les innovations qui viennent performer dans toutes les couches de l'immobilier, que ce soit dans le neuf, dans l'ancien, dans la location, dans la vente, que sais-je. Alors parlez bien dans le micro qu'on vous entende bien. Alors justement, en fait, si vous voulez, à l'heure où de la communication, de l'innovation, on parle d'intelligence artificielle, on parle de beaucoup de choses, finalement, est-ce que ça sert réellement le client final? Oui, parce qu'au bout du bout, il y a un porteur de projet. Il y a quelqu'un qui veut acheter, qui veut louer, qui veut investir, que sais-je. Et donc toute l'intelligence qui est mise au service des professionnels, elle est en bout de chaîne redistribuée aux consommateurs. Donc oui, c'est très important, bien évidemment. Et puis parce que le consommateur, vous, moi, d'immobilier, il est lui-même utilisateur de ces nouvelles technologies, de cette intelligence artificielle. Donc il faut qu'en face, on soit au niveau. Ouais. Alors justement, aujourd'hui, quand un particulier veut acheter, il a plein de solutions. Il a un artifice à sa disposition qui est absolument pléthorique, à tel point qu'on ne sait vraiment plus où aller. Est-ce qu'on demande à se loger, au Bon Coin, à Bien Ici, à ChatGPT? Est-ce qu'on utilise les visions 3D? J'ai vu maintenant qu'on peut faire des trucs 3D. On fait ce qu'on appelle du home staging, vous allez nous expliquer ce que ça veut dire. Estimation aussi des prix en temps réel, bref. Pour celui qui n'est pas vraiment ce qu'on appelle un digital native, qui n'a pas l'habitude d'aller sur Internet comme moi, par exemple, c'est un peu difficile, hein. Alors oui et non. La vérité, elle est sans doute au milieu de tout ça. Ce qui est important, c'est que l'intelligence artificielle aujourd'hui, qui est un mot qu'on utilise à un
petit peu à tort et à travers, un petit peu pour tout et n'importe quoi. Ça permet simplement une chose, c'est que les clients, les gens qui ont des projets immobiliers, ils ont accès aujourd'hui à une information absolument phénoménale, ce qui n'était pas le cas jusqu'ici. Et ils utilisent de plus en plus ces plateformes, ce qu'on appelle ces plateformes, ça peut être ChatGPT, Perplexity, Mistral, que sais-je. Ah ouais. Il y en a beaucoup. Hein. C'est très Alors, lyrique. restons français, oui. Mistral. Mistral, voilà. Absolument. Ils utilisent Mistral comme ils utilisent aujourd'hui Mistral dans leur quotidien. Voilà, pour n'importe quelle question. Et donc, en matière d'immobilier, de fiscalité, de financement, de travaux, de rénovation, toutes les questions qui leur passent par la tête, ils les posent à cette plateforme. Alors, pourquoi ne pas utiliser ces plateformes demain quand on est dans une logique de recherche immobilière? Pourquoi pas, j'allais dire. Il faut distinguer aujourd'hui à la fois les éléments de contexte que vont pouvoir vous donner ces plateformes, quelle est l'évolution des prix à Carnac en Bretagne, parce que j'ai un projet de résidence secondaire à Carnac en Bretagne. ChatGPT, Perplexity ou Mistral va vous alimenter de manière tout à fait pertinente avec un certain nombre d'informations, parce qu'il va chercher partout sur la toile. Alors j'ai vu un truc absolument phénoménal, parce que la révolution a commencé aux États-Unis. Ouais. Il y a un énorme portail qui s'appelle Zillow, voilà, qui ont fait des accords. L'équivalent d'un seul logé en France, qui ont fait des accords notamment avec ChatGPT. Et ben c'est simple, au lieu de chercher, vous posez la question verbalement et vous dites voilà, trouve-moi un appartement, par exemple à Washington, à Boston, où on veut. Et ça fonctionne du feu de Dieu. Alors la question que j'ai envie de poser, les portails, vous savez, traditionnels, Se Loger, Le Bon Coin, Bien Ici, bien évidemment, qui aujourd'hui font des dizaines de millions de visites, est-ce qu'ils vont être remplacés ou pas ? Alors je ne suis pas du tout convaincu de ça. Ah bah, évidemment, je n'ai pas de boule de cristal, mais je ne crois pas pour une raison importante qui est ce que moi j'appelle le dernier mètre. C'est-à-dire que le dernier mètre, c'est... ces plateformes, ces portails dont vous parlez, vous en avez cité quelques-uns, il y en a d'autres, qui permettent d'aller auprès de l'agent immobilier dans les territoires et de lui permettre de diffuser ses annonces, de lui apporter des leads, etc. Une plateforme américaine ou une plateforme, comme on les a cités, les ChatGPT ou les Mistral, elle est trop loin de ça. Souvenez-vous de Facebook qui est arrivé avec sa marketplace et qui finalement n'a jamais su répondre à cette équation du dernier mètre. En revanche, il y a une certitude, c'est que ce sera probablement une combinaison des deux. Et vous avez cité quelque chose tout à l'heure, vous avez dit les gens aujourd'hui consomment l'immobilier différemment. Ils parlent à la plateforme. Je cherche... de manière vocale, j'entends. Et l'intelligence artificielle, c'est ce qu'elle apporte, c'est-à-dire le fameux agent qui va venir vous aider, qu'il soit vocal ou que vous tapiez sur votre smartphone. Là, vous tapez votre recherche ou vous évoquez votre recherche. Dialogue différemment. Vous dialoguez avec Justement, l'agent. Stéphane, on va poursuivre parce que c'est très intéressant pour toutes celles et ceux qui nous écoutent. On va faire une petite pause, si vous voulez bien, et on va se revenir dans quelques instants. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO. Midi 13h, Sylvain Lévy-Valency. Eh bien les amis, vous êtes de retour sur Sud Radio, Parlons IMO, c'est votre émission tous les samedis de 12h à 13h, vous souriez à la vie, vous êtes à table, bref, vous êtes heureux, vous inquiétez pas, on va s'occuper de votre immobilier, n'est-ce pas mon cher Laurent? Voilà, je vois que vous me regardez avec une espèce de passion naturelle, c'est normal. Voilà. Il est amoureux, il est amoureux. Voilà. En tout cas, on est ravis de partager ce moment avec vous, avec tous nos amis. D'ailleurs, un petit clin d'œil à notre Anthony National qui est de l'autre côté de la mare. On lui donne jamais un peu la parole, mais en tout cas, sans lui, on serait tout simplement pas là. On continue avec notre invité, vous êtes resté avec nous, Stéphane Scarella. Je rappelle que vous êtes le patron de Real Estate and New Technologies. C'est-à-dire que voilà, le RENT, c'est le salon, les rencontres des professionnels. Alors justement, on parle des opportunités d'innovation pour le grand public. Est-ce que le grand public, objectivement, est-ce qu'il y comprend quelque chose? Oui. Dites-nous. Je pense même que dans certains cas, le grand public, il est mieux informé que certains professionnels. Et c'est ça aussi l'avantage de l'intelligence artificielle, c'est ce qu'elle apporte. C'est qu'elle donne aux porteurs de projets une connaissance, un accès à l'information, encore une fois, qu'ils n'avaient pas et qui était difficile à aller chercher. Donc ça oblige le professionnel en face, lui aussi, à monter en compétence et à effectivement être en capacité d'offrir ce pourquoi il est là, c'est-à-dire toutes les notions de service, d'accompagnement, parce que l'immobilier, c'est connu, c'est compliqué. Oui, alors justement, le public aujourd'hui est assez fébrile puisque le marché locatif français, il est grippé, il est de plus en plus difficile de se loger. Question simple, est-ce qu'avec toute cette technologie, on est plus facilement en capacité de trouver un logement, par exemple quand on veut louer, ou quand on veut trouver un bon plan à racheter, s'il y a même des travaux? Comment est-ce que vraiment cette technologie améliore l'expérience, comme on dit, de ceux qui cherchent un logement? Alors la technologie...
Elle dépend bien évidemment de l'offre, de la demande, et elle dépend surtout de ce qu'il y a sur le marché. C'est pas la technologie qui fait qu'on met en place des dispositifs politiques pour que le logement aille mieux. La technologie, elle va simplement, et vous avez raison, vous permettre d'aller plus vite, de faire des recherches plus fines, avec ce qu'on appelle un profiling, donc quelque chose qui va correspondre parfaitement à ce que vous attendez, qui va vous permettre de simuler une rénovation de logement. Vous parliez de homestaging tout à l'heure, je rebondis là-dessus, mais c'est ce qu'apporte aussi l'intelligence artificielle. C'est pouvoir se projeter dans un logement en le redécorant en 20 secondes et en 3 photos. Ça, c'est extraordinaire. Ça qualifie quand même beaucoup. Et ça, c'est l'intelligence artificielle qui est capable de le faire. Vous dites aujourd'hui que les clients arrivent donc très informés sur quand ils vont en agence immobilière, par exemple. Justement, les professionnels, comment est-ce qu'à votre avis, ils ont rattrapé le train technologique qui a l'air d'avancer beaucoup plus rapide qu'eux, d'ailleurs, quand on y réfléchit. Et pour vous, quels sont les outils technologiques qu'un agent immobilier doit absolument avoir? Ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'avoir forcément à tous les niveaux de l'intelligence artificielle, mais faire sans, c'est juste plus possible aujourd'hui. Vous savez, ça me rappelle une anecdote, c'est la troisième révolution qu'on vit aujourd'hui, c'est ce que dit le patron de Google, c'est-à-dire il y a eu l'arrivée de l'Internet, et on a mis quelques années à digitaliser l'industrie immobilière, on est quelques-uns à y avoir œuvré, il y a eu l'arrivée du mobile, et là ça a été beaucoup plus rapide, et aujourd'hui on a l'intelligence artificielle qui arrive, c'est un tsunami en fait, c'est une révolution. Et donc les révolutions, c'est simple, ça s'embrasse, on y reste. Donc, les professionnels de l'immobilier... C'est quoi? C'est une révolution comme la révolution Internet? Mais c'est exactement ça. C'est la troisième révolution après l'Internet et le mobile, à cette différence près qu'elle va à une vitesse folle. Le temps d'appropriation des outils d'intelligence artificielle, il est multiplié par 1000 par rapport à l'époque où il fallait digitaliser, on allait sur Internet, on y est allé doucement, crescendo, on avait du temps, on pouvait se passer d'eux. C'est comme si quelqu'un vous disait aujourd'hui, on peut se passer du mobile. Il doit en rester quelques-uns, enfermés dans des grottes. C'est clair. Sinon, c'est pas possible. Donc, le professionnel, pour répondre à votre question, il n'a pas d'autre choix que d'embrasser ces outils qui sont mis à sa disposition, encore une fois. D'abord parce que ça lui permet de se concentrer sur d'autres tâches. L'intelligence artificielle permet aujourd'hui de faire des tâches qui sont des tâches à faible valeur ajoutée, donc qu'on fait faire par des agents d'intelligence artificielle, et puis on se concentre sur l'essentiel, sa prospection, son service client, etc. Alors justement, le RENT, c'est aussi une vitrine pour l'emploi. Et d'ailleurs, ça s'adresse à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Oui. L'immobilier recrute. Oui. En ce moment, Dieu sait qu'en ce moment, ça a de l'importance. C'est une vitrine pour le recrutement dans l'immobilier. Qu'est-ce qu'on recrute dans ce secteur? Des vendeurs, des gestionnaires? C'est quoi les types de profils qui sont recherchés aujourd'hui? C'est vrai que c'est une industrie par rapport à d'autres qui souffre moins et qui a des volumes de recrutement annuels qui sont assez importants. On peut citer des exemples. Vous avez dit dans la gestion, par exemple, aujourd'hui, il y a pas mal de recrutements. On cherche des profils et qui sont aujourd'hui des profils qui utilisent notamment ces nouvelles technologies. Vous allez chez les mandataires, on recrute énormément d'agents commerciaux, de mandataires dans tous les territoires, et c'est des milliers de recrutements chaque année. Donc oui, il y a des profils, oui, il y a des jobs, il y a des métiers, il y a des carrières. Et on peut postuler. Dernière question, rapidement. Faites-nous rêver, Stéphane. Voilà, vous avez envie de nous faire rêver. Est-ce que vous pouvez nous donner une exclusivité, une pépite en matière d'innovation que l'on pourra découvrir? Voilà, c'est un scoop en preview justement sur le RENT. D'ailleurs, nous serons sur le RENT avec Sud Radio de 19h à 20h pour les vraies voix spéciales logement, et notre ami Magali Berda d'ailleurs sera également à l'antenne de 20h à 21h pour On ne vit pas dans la même France. Alors dites-nous, c'est quoi l'innovation? D'abord, merci d'accompagner le RENT avec Sud Radio. C'est toujours un plaisir de vous accueillir sur RENT. Je vais vous en donner deux, et faites attention parce qu'elles ont presque le même nom. La première, c'est une application que j'ai vue il y a quelques semaines, qui sera sur RENT, qui est vraiment toute récente, et qui s'appelle Noki. Et Noki, ça permet notamment les états des lieux. Chacun, on est tous amenés dans notre vie, j'allais dire, à faire un état des lieux, soit parce qu'on loue son appartement de gré à gré entre particuliers, soit parce qu'on est professionnel et qu'on a beaucoup d'états des lieux à faire. Un état des lieux dans un appartement, très honnêtement en moyenne, c'est 2 heures. 3 heures, ouais. C'est infernal. Ouais. C'est très chronophage. Avec Noki, qui travaille avec de l'intelligence artificielle, en prenant les photos, tout l'inventaire se met en place. C'est assez bluffant. Donc moi, j'encourage à regarder Noki, qui, à mon sens, met
le public est roi, pourrait gagner le prix de Rennes cette année. Et la seconde, très rapidement, c'est Bérénice qui l'a abordé tout à l'heure, c'est toute la partie homestaging. Et ça, il y a une application qui s'appelle décoration intérieure. On envoie 2 photos de l'appartement qu'on vient de visiter, qu'on aimerait acheter, qui est un tout petit peu dans son jus. Elia fait le boulot. Elia fait le boulot, ça s'appelle Oki. Voilà, Oki. Et ce non sera pas Noki. Donc voilà. Noki ou Oki. Noki, Oki. Voilà, en tout cas, OK pour y aller. Voilà. ou un gnocchi, voilà, tout simplement, comme dirait notre cher Anthony. Voilà, on vous retrouve le 5, là, c'est la semaine prochaine, le 5 et le 6, porte de Versailles, et on peut s'inscrire sur Internet pour venir au Rhin. Merci Stéphane Scarella, vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission parce qu'on a une grande question à vous poser. Il est temps de parler de l'air dans votre logement et d'humidité. Prenez soin de vous comme vous prenez soin de votre logement. C'est notre chronique Maison Saine. Avec Murprotec, agissez contre l'humidité et prévenez les risques de l'habitat sur votre santé. Murprotec vous présente Sud Radio. Parlons IMO, Maison Saine. Voilà, bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour cette chronique Maison Saine sur Sud Radio. On va accueillir celui qui justement est avec nous chaque semaine pour en parler, Édouard David, responsable du pôle d'engagement sociétal de Maison Saine. Bonjour Édouard. Bonjour Sylvain, bonjour à tous. Alors, on va parler d'un réflexe courant quand on évoque l'humidité dans le logement. C'est j'ai une VMC, ventilation mécanique contrôlée, donc je suis tranquille. D'ailleurs, c'est ce que je dis souvent, moi. D'ailleurs, est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que la ventilation contrôlée continue, est suffisante à régler les problèmes d'humidité? Pour y répondre, mon cher Édouard, qu'est-ce qu'on peut faire justement? Eh bien non, pas forcément si vous voulez Sylvain. La VMC, elle joue un rôle important, mais elle n'est pas une protection totale contre l'humidité. Elle participe, comme on le sait, à renouveler l'air du logement, mais de façon localisée, principalement dans les pièces dites humides, comme la salle de bain, la cuisine ou les toilettes. Et il y a une donnée qui est importante, qui est un peu effrayante, c'est que elle est donnée par le CSTB, c'est qu'environ 1 logement sur 2 équipé d'une VMC présente un dysfonctionnement ou une efficacité insuffisante. Ah oui, quand même. Et quand on dit justement que ce n'est pas efficace, on parle de quoi exactement? D'une mauvaise installation, d'un entretien négligé? La perte d'efficacité, si vous voulez, Sylvain, d'une VMC, elle est très souvent une question d'entretien ou de mauvaises pratiques. Nous, on voit de tout, des bouches obstruées, des réglages qui sont mal faits, un système jamais nettoyé ou même des coupures électriques la nuit pour faire des économies. Donc résultat, la VMC ne fait plus son travail, l'humidité reste et la maison respire mal. Mais même avec une VMC qui fonctionne, on va dire bien, est-ce qu'il y a des limites à ce qu'elle peut faire ? Oui. Une VMC, ça gère l'humidité ambiante liée à la vie quotidienne. La douche, la cuisson, la respiration. Mais elle ne règle jamais un problème d'humidité structurelle. Si vous avez de l'eau qui remonte dans les murs, je parle de remontée capillaire, ou des infiltrations, aucun système de ventilation ne pourra évacuer ça. Alors justement, qu'on comprenne bien, donc il faut bien distinguer les causes. Ventilation par l'air ambiant, c'est ce que vous dites, et traitement pour les murs. C'est 2 choses différentes. Effectivement, c'est une erreur qui est fréquente. On confond souvent symptômes et causes. Une VMC peut limiter la condensation, mais si vos murs sont humides à la base, il faut un traitement spécifique du bâti. Sinon, le problème persiste et s'aggrave. Alors justement, est-ce qu'il y a des signes, Édouard, qui montrent clairement, et surtout à toutes celles et ceux qui nous écoutent, c'est hyper important, qu'une VMC ne suffit plus, elle, toute seule? Oui, Sylvain, il y a plusieurs signes qui doivent alerter. Si vous avez notamment des taches en bas de mur, des peintures, vous savez, qui s'écaillent, ou une odeur de renfermé qui est persistante, c'est plus une question de simple aération. Et si malgré une VMC qui tourne, la condensation revient sans cesse, c'est que l'humidité vient d'ailleurs, des murs, du sol ou des fondations. Alors que faire quand on a un doute? On appelle un chauffagiste, un maçon? Qui s'en occupe? Excellente question. La première étape, c'est de poser un bon diagnostic. Il faut qu'on distingue aujourd'hui si l'humidité, elle vient de la vie quotidienne ou du bâtiment lui-même. Et pour ça, le mieux, c'est de faire appel à un spécialiste de l'humidité, pas forcément un plombier ou un chauffagiste, puisque c'est un métier à part entière avec des outils de mesure spécifiques. Bien sûr. Alors, un mot de conclusion rapidement pour nos auditeurs. Qu'est-ce qu'on peut dire, Édouard ? En conclusion, la VMC, c'est indispensable, c'est indéniable, mais elle ne fait pas tout. Pour vraiment maîtriser l'humidité, il faut d'abord vérifier l'état des murs, c'est la base. Si les murs sont sains, on peut ensuite isoler correctement et enfin ventiler efficacement. Merci pour ces précieux conseils, Édouard. Et pour toutes celles et ceux qui veulent aller plus loin, n'hésitez pas à parcourir le site web pour lire les résultats passionnants de cette enquête ou à vous rendre sur le site maison-saine.fr. On sait maintenant à quel point notre environnement intérieur compte. Et à bientôt pour une nouvelle chronique Maison Saine sur Sud Radio, bien sûr. Sud Radio. Parlons IMO, Maison Saine. Avec Murprotec,
Agissez contre l'humidité et prévenez les risques de l'habitat sur votre santé. Voilà, une nouvelle pause et on se retrouve juste après pour la dernière partie de notre émission. Au programme, le Viager. À tout de suite et vous restez avec nous, bien sûr. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio Parlons Immo, midi 13h, Sylvain Lévy-Valency. Ravi d'être avec vous, de partager tous les samedis de 12h à 13h avec toute l'équipe de Parlons Immo. Justement, Parlons Immo, c'est votre logement dont on parle chaque semaine. Et pour en parler, vous tapez Immo au 7 20 18 par SMS et vous nous posez toutes les questions. Justement, on va parler d'une question très importante. On va parler tout simplement du viager. Parlons Viager. avec l'Office du Viager, bien conseillé, bien protégé. Avec vous, de Bérénice de Villefloriot. Et oui, Sylvain. Vous savez, aujourd'hui, c'est la Toussaint. Sylvain. Oui. La fête des morts. Hier, c'était Halloween. Et justement, on va parler d'un sujet qui traîne parfois quelques fantômes, les idées reçues sur le viager. Pour en discuter, Marine Livotti, directrice de l'Office du Viager. Bonjour Marine. Oui, bonjour à vous. Oui, c'est vrai qu'en matière de viager, il y a souvent plus de légendes que de vérité. Et en cette période donc d'Halloween, c'est parfait pour chasser une bonne fois pour toutes ces idées. Parce que non, le viager, c'est pas une histoire de revenants, mais bien une histoire de revenus. Oui, c'est vrai. Très bien dit. Alors, on va commencer par la première idée reçue qu'on entend souvent. Le viager serait un pari sur la mort. Et c'est ce qui peut freiner justement certaines personnes, il faut le dire. Oui, alors effectivement, c'est malheureusement le plus gros cliché que l'on a dans le cadre du viager, et c'est totalement faux. Le viager, c'est pas du tout un pari sur la mort, bien au contraire, c'est plutôt un contrat de prévoyance et de solidarité finalement intergénérationnelle, puisque le vendeur va transformer la valeur de son bien en complément de revenus, pour lequel ça va lui permettre de vivre mieux sa retraite tout en restant dans son domicile. Et l'acquéreur, lui, va réaliser un placement immobilier finalement sur le long terme. Le but, ce n'est pas du tout de spéculer sur la vie d'autrui et de ne pas penser qu'à la mort d'une personne. C'est plutôt de trouver un équilibre entre deux besoins. On a celui du senior qui a vraiment un besoin de rester à son domicile tout en ayant des revenus complémentaires, parce que souvent, malheureusement, les retraites sont relativement faibles. Et en face, celui d'un investisseur qui, lui, cherche un produit à un prix plutôt décoté, à un prix attractif. Donc c'est gagnant-gagnant. Alors, autre idée reçue, les vendeurs seraient toujours très âgés. Alors là encore, c'est une idée fausse, puisque à l'Office du Viager, nous on accompagne des vendeurs qui ont on commence à 60 ans pour le plus jeune et on va aller jusqu'à 100 ans parfois. Donc certains sont de jeunes retraités actifs qui sont plutôt en bonne santé et qui voient justement dans le viager une façon plutôt intelligente d'anticiper leur avenir tout en restant dans leur logement. Donc ce n'est pas du tout forcément pour tout le monde, en tout cas une démarche de fin de vie. C'est au contraire plutôt une décision patrimoniale qui va souvent être assez réfléchie. La décision va souvent se prendre en couple et voire même en famille. Et alors Marine, on entend aussi que le viager serait une solution risquée pour l'acquéreur. Est-ce qu'il y a des risques pour l'acheteur ? Alors là aussi, c'est aussi une idée fausse, puisque le viager, en fait, il faut savoir que c'est quelque chose qui est très encadré juridiquement, notamment avec l'accompagnement d'un expert viager. Tous les éléments du contrat sont calculés avec précision en amont, selon des barèmes qui sont figés. On évalue de manière précise la valeur vénale du bien, la décote liée à l'âge du vendeur, le montant de la rente, tout est fixé. Donc tout est sécurisé au moment où on passe chez le notaire, et c'est au travers de l'acte que l'on sécurise tout ça. Et à l'Office du Viager, nous veillons à ce que chacune des parties comprenne bien ses droits et ses obligations. Le risque, finalement, c'est surtout de ne pas être bien accompagné. Donc finalement, le viager n'a rien de lugubre comme certains l'imaginent. Non, absolument pas. C'est même plutôt, comme vous le disiez tout à l'heure, un modèle qui est complètement gagnant-gagnant. D'un côté, on a un senior qui va améliorer son confort de vie, et de l'autre, un acquéreur qui prépare son avenir avec sens. Donc, par les temps qui courent et donc en ce temps de Toussaint, laissons un peu les histoires de fantômes derrière nous et regardons plutôt, pour moi, le viager comme une solution qui est humaine, qui est moderne et qui est responsable. Eh bien, merci beaucoup Marine Livotti, directrice de l'Office du Viager. C'était Parlons Viager. Avec l'Office du Viager,
bien conseillé, bien protégé. Eh bien voilà, vous êtes de retour sur le plateau de Parlons Immo, tous les samedis de 12h à 13h. Voilà, on parle de votre immobilier, de votre logement. Et il est temps maintenant de poser, vous savez, c'est une tradition en fin d'émission, la grande question à notre invité. Je vous invite d'ailleurs toutes et tous, si vous êtes sur le plateau, d'y participer également. Merci Stéphane Scarella d'être resté avec nous. Merci. Voilà, je vous vois très occupé avec votre téléphone, c'est très sympa. Voilà, vous êtes en mode avion ou pas? Mais là il est connecté, voilà. C'est un homme connecté en fait. Voilà. C'est un homme de l'innovation. D'anticiper les réponses à la question, mais j'ai pas la question. Moi, je sais ce qui se passe. Ce n'est pas Stéphane Scarella, c'est son avatar, c'est son Android qui est sur le plateau. Voilà. Ça. Comment va le vrai Stéphane? Il va bien, il va bien. Bon, merci d'être avec nous. Alors justement, Stéphane, avec la rédaction, avec Bérénice et toute l'équipe, on se pose souvent la question, d'ailleurs, ça pourrait être un fléau, qu'on pourrait, par exemple, dire le triomphe de la cupidité ou l'asymétrie des baratins. En tout cas, une chose est sûre, c'est que l'influence des réseaux sociaux, elle est pléthorique. Il y a de tout, du fake news, de la vérité, de la contre-vérité. Bref, chaque Français s'est érigé en juge et parti entre je gouverne, entre je gouverne pas, je suis d'accord, je suis pas d'accord. Quand on est dans la technologie, c'est très important les réseaux sociaux, parce que souvent vous avez dit être visible c'est exister. Vous avez raison Stéphane, c'est vrai, être visible c'est exister. Aujourd'hui on n'imagine plus du tout pouvoir communiquer sans aller sur les réseaux sociaux. Quel impact ont les réseaux sociaux, Stéphane Scarella, sur les métiers de l'immobilier notamment? On va beaucoup en parler sur Rent la semaine prochaine, que je résume avec cette phrase, c'est apparaître ou disparaître. C'est ça la vraie question. Et que si vous n'êtes pas visible, vous n'existez pas. Et c'est tout à fait juste. Donc et aujourd'hui, vrai dans l'immobilier. Aujourd'hui, c'est vrai et vérifié. Bien sûr. Ouais. Ce qu'on appelle la creator economy, c'est toute cette industrie qui s'est montée autour des réseaux sociaux. Les TikTok, les Instagram. Vous les appelez Facebook. ça la creator Ça s'appelle la creator economy. Ah oui, d'accord. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la creator economy, parce qu'on crée des contenus sur les réseaux. On crée sa propre image, on crée sa propre marque, on crée son propre contenu. C'est ce qu'on appelle le personal branding. C'est plus que ça. C'est quoi? C'est apporter du contenu, et c'est ce que font quelques influenceurs que des milliers de gens suivent aujourd'hui sur les réseaux sociaux pour certains, c'est créer des contenus à travers les réseaux sociaux que sont les plateformes TikTok, Instagram et que sais-je. C'est une économie qui pèse 7 milliards de dollars en France cette année et qui, selon les projections, va monter à 30 milliards en 2030. C'est quoi 7 milliards? C'est les sponsors qu'il y a sur c'est la pub, c'est les sponsors, etc. Donc le tout à chacun et le consommateur en face, il est abreuvé de ça. C'est-à-dire que vous ouvrez Instagram aujourd'hui et vous avez un jeune influenceur qui vous explique comment devenir riche en immobilier en 10 minutes. Après, il y a une pub et après il vous vend... C'est un charlatan, ça. Après, il vous vend des modules de formation. Mais... Malin. Mais malin. Non, pas charlatan, malin. Oui, voilà. Alors, il y a ça. Évidemment qu'il faut faire le tri. Mais il y a aussi des choses très pertinentes. Il y a aussi des gens, je regarde mon voisin de gauche, mais il y a aussi des gens qui donnent des conseils juridiques, etc. Donc il y a à la fois des choses qu'il faut regarder qui sont pertinentes. Mais comment on fait le tri, Stéphane? C'est ça toute la difficulté, Sylvain. La difficulté, c'est d'avoir suffisamment de recul pour faire le tri. Alors on fait le tri d'abord en regardant les gens qu'on suit sur les réseaux sociaux. On ne suit pas des gens sans avoir vérifié qu'ils ont une crédibilité, une légitimité. Mais c'est parfois difficile à vérifier parce qu'ils annoncent, ils peuvent mentir. C'est parfois difficile et c'est d'ailleurs toute la difficulté. Vous connaissez l'adage. Dites des mensonges, vous êtes cru. Dites la vérité, vous êtes cuit. D'accord, merci. Merci Sylvain, celle-là, on la ressortira dimanche. On la ressortira dimanche au déjeuner. J'y ai pensé longtemps. Une chose qui est certaine, mais c'est vrai pour les plateformes, on en parlait tout à l'heure de ChatGPT et autres, c'est qu'il y a énormément d'informations qui vous est distribuée, il faut absolument la vérifier. La véracité de l'information, c'est clé. Et sur ChatGPT aussi, parce que c'est important de le savoir, ChatGPT prend ses sources sur Internet, donc elles ne sont pas forcément vraies. Moi j'avais une question à vous poser, est-ce que du coup ces réseaux sociaux, TikTok, Instagram, ça augmente, ça crée de nouveaux risques pour les propriétaires, pour les locataires? Est-ce qu'on est plus en danger aujourd'hui avec les réseaux? D'ailleurs, l'immobilier, comme tout autre éventuellement business. Trop d'informations tue l'information et ça vous rend parfois imprudent. Donc il faut faire attention. Vous êtes abreuvé d'informations. Donc il y a de nouveaux risques. Bien sûr qu'il y a des nouveaux risques. Si vous voyez sur Instagram ou sur TikTok quelqu'un qui vous dit que quand vous vendez votre résidence principale, c'est pas la peine de rembourser le crédit, vous pouvez faire autre chose, vérifiez quand même. Parce qu'il vous demande. Mon voisin, sinon il va vous expliquer que c'est pas possible. Ou qui vous demande votre numéro de carte bleue. J'aimerais bien avoir l'avis de nos chroniqueurs justement. Maître Tabonne, quand vous voyez, vous aussi vous êtes hyper exposé. Tout le monde y va de son conseil juridique qui va bien, avec beaucoup d'arnaques et de fake news. Il y a plein de sujets. En fait, le sujet ChatGPT que vous rappeliez, Bérénice, il faut être extrêmement prudent parce que c'est très séduisant.
On fait tous une recherche ChatGPT. Ouais. En fait, on a l'impression de devenir intelligent, d'avoir un savoir, mais en fait, on est très pauvre. Et si on ne croise pas les informations, même nous, on peut se faire piéger. Donc, il faut être très prudent avec l'intelligence artificielle. Elle a un potentiel immense, mais il faut être mesuré. Sur l'accès à l'information, je suis très concerné. Je suis sur TikTok, j'ai 14 000 followers. Wow. Donc 14 000, mais il faut venir je suis pas encore faire une des grande émissions star, d'influenceurs. Mais j'ai un certain Sylvain, vous en avez combien, Sylvain? Moi, il y a moi et son chat. Non, oui. J'y suis pas sur TikTok. Bravo. Alors, l'information effectivement accessible. Je suis de fait un peu un créateur de contenu. J'espère faire partie de la team qui apporte quelque chose. Vous le faites pour aider les gens, bien sûr. De façon désintéressée. Justement, sur des sujets comme l'éco-rénovation, les réseaux sociaux, Laurent Permas, c'est important. Oui, mais il y a en effet de tout. Moi, je vais vous raconter une petite expérience en fait sur ChatGPT. J'ai tapé à qui appartient Sofinco. On m'a répondu le groupe BNP. Donc c'est le Crédit Agricole. Vous voyez un peu le. Non mais c'est grave. Ça n'a pas dû faire plaisir au patron du Crédit Agricole. Donc en fait, non mais tout ça pour dire, et ça dépend des réponses, des questions, etc. Donc il faut prendre énormément de recul sur ces dispositifs. Il faut revenir à la base, c'est-à-dire des tiers de confiance. Allez voir votre banquier, allez voir les professions, les syndicats professionnels, allez voir pour l'éco-rénovation l'ANA, France Rénov', l'Agence nationale de l'habitat. Les mairies. Donc il faut revenir sur des bases de tiers de confiance qui vérifient les données. Mais pour contrebalancer un tout petit peu, docteur, si je peux me permettre, c'est vrai aussi que ça suscite de l'intérêt et ça peut aussi déclencher des envies. Par exemple, parler de rénovation. C'est vrai que si sur Instagram ou sur une plateforme, je vois qu'il y a une possibilité de refaire ma salle de bain, ça crée une opportunité. Je vais le faire aussi. Donc, en conclusion, il faut être extrêmement vigilant et vous avez répondu. Merci d'avoir répondu à cette question. Tiers de confiance et faire le tri, c'est vraiment la clé. Merci à toute l'équipe de Radio Imo. Merci à vous, les chroniqueurs, les super chroniqueurs, de nous accompagner tous les samedis de 12h à 13h si vous avez loupé l'émission. Elle est rediffusée tous les mardis à midi, comme le dit le cher Anthony, sur Radio Imo, bien sûr. Au niveau de l'agenda la semaine prochaine, on va vous retrouver le 5 et le 6 novembre, porte de Versailles pour le REN, le Real Estate et New Technology. On va délocaliser l'émission des Vraies Voix sur Sud Radio de 19h à 20h et de 20h à 21h. Vous retrouverez Magali Berda la semaine prochaine délocalisée en direct du REN. Vous voulez rajouter très rapidement? Non, la semaine prochaine, on parlera logement intermédiaire aussi si vous avez du mal à vous loger. Absolument. Voilà, à suivre notre super Alain Marty qui va vous parler vin avec l'émission Invino. Prenez soin de vous, passez un excellent week-end. On se retrouve porte de Versailles le 5 et le 6 et bien sûr samedi prochain dès 12h sur Sud Radio et Radio Imo également. Sud Radio, parlons Imo. Sylvain Lévy-Valency. Avec Basile, votre application de recherche immobilière.